Donc votre métier est bien psychomotricienne. Oui, c'est ça. Donc, depuis combien de temps exercez-vous ce métier? Depuis 38 ans. Et qu'est-ce qui vous a conduit à faire ce métier? Et par la suite, quelle formation avez-vous suivi? Ce métier, j'ai découvert par hasard au moment de passer le baccalauréat et je cherchais un métier qui utilisait le corps et je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était psychiatrique et psychologique et ce métier-là conjugue les deux, le corps et psyché, et la psyché, donc ça m'intéressait beaucoup. D'accord. D'accord. Et du coup, la formation... Et donc j'ai fait une formation en 3 années à l'époque à Paris, au centre hospitalier universitaire de la Salpêtrière. C'était une formation au cours de laquelle, la première année, il fallait passer un concours de sélection, une grosse sélection, pour passer en deuxième et troisième année, préparer un mémoire et obtenir un diplôme d'état de psychomotricien. D'accord. Et du coup, vous avez fait ce métier-là avec quel bac? Alors un bac littéraire, mais c'était pas du tout Ouais. le bac qu'il fallait. Il aurait fallu un bac scientifique parce que les matières scientifiques sont extrêmement intenses et la première année ressemble beaucoup aux matières de la préparation de première année de médecine. Anatomie, physiologie, biologie, etc. Et un bac scientifique est beaucoup plus adapté. D'accord, ok. Quelles sont les principales difficultés de ce métier? C'est pas il n'y a pas de difficulté, c'est juste, c'est un métier extrêmement varié, extrêmement plaisant et passionnant. Et c'est un métier de soins, donc on est auxiliaire de médecine et on nous confie des enfants ou des personnes euh, parfois très, très abîmées par la vie et notre mission c'est d'essayer d'obtenir pour eux avec nos pratiques, surtout basées sur le jeu et le plaisir corporel, des améliorations au niveau psychique. Et je dois préciser que les psychomotriciens interviennent à tous les âges de la vie, du prématuré jusqu'à la fin de vie et la vraie fin de vie, quoi. Et en prévention ou en soins ou en thérapie. D'accord. Après, on a quels sont les principaux fondements de l'équithérapie en fait? Donc c'est une question un peu... Les fondements de l'équithérapie, c'est bien trop vaste pour répondre comme ça. En tout cas, on peut résumer, mais vraiment très résumé, en disant que euh, quand on pense utiliser l'équithérapie, c'est parce qu'on a un projet de soin à l'égard d'une personne qui est en mal-être, que ce soit psychologique, physique, neurologique, social, etc. Euh, qu'on pense que le support le plus adapté pour essayer de les aider dans leurs problématiques, c'est l'utilisation de l'animal cheval, pour toutes les caractéristiques qu'il peut représenter en lui-même, pour son environnement spécifique également, pour les modes de communication, de relation et tout ce qu'il apporte au niveau sensoriel et corporel. Et là, c'est vraiment un très grand résumé, parce qu'il faudrait beaucoup approfondir toutes ces notions-là, et sociales, et en plus, parce qu'il crée donc une médiation qui permet une triangulation et qui évite au thérapeute d'être en prise directe, trop directe en tout cas, avec la personne qu'il doit aider au mieux. D'accord. Et est-ce que, enfin, des fois le contact humain il est difficile ou... Entre le thérapeute et le Oui, patient, ouais. oui, Mm. oui. Il y a des populations extrêmement compliquées, qui sont un peu murées dans leur univers. Par exemple, les personnes atteintes de troubles
du développement ou autistiques qui ont un mode de communication particulier, un mode de relation très particulier, et avec lesquels les humains ont un peu de mal à pouvoir fonctionner et être en symbiose. Et l'animal cheval, lui, ou poney bien sûr, permet à ces personnes de trouver un mode de communication sans jugement, plus instinctif, plus proche aussi des archaïsmes que l'on connaît tous en termes de développement quand on est très jeune, et auxquels les personnes sont autistes sont particulièrement sensibles, par exemple la notion de chaleur, la notion d'odeur, la notion de mouvement, de bercement, etc. C'est extrêmement compliqué comme exercice de réduire comme ça. Oui, Bah oui, oui. ouais. C'est un non-sens. Donc, pour quel trouble a-t-on recours à l'équithérapie? C'est pareil, c'est un non-sens. Ça. Oui. Ben, on peut élargir la question en disant que chaque fois que quelqu'un repère une difficulté psychosociale, psychique, psychiatrique, neurologique, etc., pour une personne pour laquelle on ne va pas déterminer de contre-indication médicale à l'usage d'un poney ou d'un cheval ou d'un environnement équestre, et compte tenu de l'ampleur aussi des différentes disciplines que l'on peut utiliser dans l'univers équestre, justement, on peut penser que s'il y a une adhésion de la part du patient, s'il y a une attirance, une séduction, une alliance, pour utiliser ce support-là, on peut penser qu'on va obtenir les effets bénéfiques que l'on a en perspective pour cette personne. Et vous vous rendez compte quand même que la réponse, elle est hyper floue, mais il faudrait pouvoir Oui, bah oui. tout détailler, parce que, enfin tout détailler, bref, on en parlera après, quand ce sera éteint. Donc, du coup, vous en particulier, pour quelles indications les personnes viennent-elles vous voir? Alors, au cours de ma carrière de psychomotricienne, j'ai eu affaire, en termes de population, d'abord à des garçons, enfants et adolescents, atteints de troubles graves du caractère et du comportement. Et c'est avec eux que j'ai commencé à utiliser ce support d'équithérapie, en utilisant également le support de l'eau, la médiation aquatique étant assez proche aussi de ce qu'on peut obtenir en termes d'effets avec l'équithérapie, mais l'équithérapie permet aussi la relation et la communication à un animal vivant avec ses réactions propres, et ça c'est un plus et c'est très intéressant. Donc avec des garçons à troubles du caractère et du comportement, et puis ensuite je suis allée travailler auprès d'adultes de plus de 20 ans, donc jusqu'à l'âge de la retraite, très 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 lourdement handicapés sur le plan psychiatrique, psychique, physique, sensoriel, parfois les quatre à la fois, et déficients mentaux et parfois psychotiques, enfin vraiment des personnes sans autonomie dans une maison d'accueil spécialisée, et au sein d'une ferme, installée dans une ferme. Et là, il y avait déjà des chevaux quand je suis arrivée. Il y avait une vieille jument à la retraite, il y avait des poneys, on a acquis 2 poneys, il y avait un âne et une carriole, et on a développé beaucoup d'activités équestres, de randonnée, de voltige, d'attelage. Pendant les 8 ans où je suis restée à travailler dans cette maison d'accueil, et on a toujours repéré également les bénéfices, et déjà ne serait-ce que l'attirance profonde et le plaisir du vécu des personnes par l'intermédiaire du cheval, et les moments liés à cette activité étaient extrêmement attendus par eux.
et très bien vécu. Ensuite, je suis arrivée à l'IME, donc un institut médico-éducatif qui reçoit des jeunes de 6 à 20 ans, avec des déficiences légères ou moyennes et quelques troubles associés. J'ai donc repris l'utilisation de ce médiateur cheval en m'appuyant sur les bénéfices de ce que j'avais pu repérer auparavant et intimement persuadée que ça pouvait répondre à beaucoup en tout cas amenuiser beaucoup de troubles présentés par ces jeunes-là. Et puis j'ai travaillé aussi dans un service d'aide à domicile, un CESAD, pendant 10 ans, avec des enfants jeunes aussi et atteints du même type de difficultés que les enfants de l'IME, mais par contre avec aussi des troubles autistiques. Et on a pu continuer à développer ce support-là, parmi d'autres, hein. C'est pas l'unique support bien sûr thérapeutique, mais celui-là pouvait s'adapter à environ à chaque fois un tiers des jeunes ou des personnes en difficulté que j'ai pu côtoyer en psychomotricité. Et actuellement, je travaille dans un centre de consultation, un CMPP, un centre médico-psycho-pédagogique à Caen, et qui a une culture de recevoir les jeunes patients et d'essayer de les aider au sein de l'établissement lui-même, au sein de la structure et du bâtiment, dans une salle de psychomotricité. Et pour autant, l'un d'entre eux relèverait d'une prise en charge en équithérapie, avec beaucoup de bénéfices, je pense, pour lui, sachant que le travail du corps est fondamental, mais un peu limité compte tenu de son âge, compte tenu de ses appétences, compte tenu de son comportement et de ses attitudes réfractaires, atteint d'obésité. Et ce support-là me semble très adéquat pour travailler avec lui la question du corps et de ce qu'il renvoie à travers ce corps-là. Et je suis en train d'essayer de voir comment culturellement on peut sortir de l'établissement du CMPP pour aller vers un centre équestre, pratiquer l'équithérapie. Ce serait quelque chose de très innovant pour cette structure-là, mais qui est favorisé et porté. Voilà. Si on peut développer, donc ça c'est les... Enfin, ouais. Votre question portait sur les indications et les populations que j'ai rencontrées. Oui. Ok. Sinon après il y a toutes les pratiques équestres au sein de l'équithérapie qui peuvent être... Je crois que c'est la Oui, question ouais. d'après. Donc, que faites-vous comme activité avec vos patients et s'occupe-t-il et soigne les chevaux? Alors, que faites-vous? Alors, on va globaliser sur les 38 ans de pratique et toutes les catégories de population confondues dont on a parlé tout de suite. Moi, je vais plutôt parler des disciplines équestres que j'ai pu utiliser dans ce contexte-là. On les a déjà évoquées. Donc, ça a pu être... La Comment? voltige. Oui, la voltige, l'équitation... pardon. Oui, enfin, l'équitation adaptée, les jeux équestres, l'attelage, la randonnée au long cours, je veux dire sur plusieurs jours, plusieurs semaines, Ah oui, d'accord. et la promenade extérieure, les longues graines, la technique des longues graines, et je crois que voilà, on a déjà fait un grand tour, et chacune des disciplines est un support thérapeutique en tant que tel, chacune de ces disciplines équestres, et peut, en tout cas pour moi, est pensée et réfléchie en fonction des résultats que je veux obtenir. Et donc chacune de ces disciplines optimise une portion des bénéfices de la problématique en question. Certaines disciplines sont plus adaptées que d'autres à une indication thérapeutique ou bien même à un moment d'indication thérapeutique. Et on peut aussi faire évoluer les choses en passant de l'une à l'autre. Et je peux même parler aussi d'équitation intégrée, puisqu'actuellement, depuis septembre, j'ai créé un groupe qui pratiquait l'équithérapie et donc en extérieur jusque-là, depuis 3 ans pour certains jeunes. Et cette année, le projet a été de les intégrer dans un cours d'équitation non adapté,
Ah, donc d'accord. avec des enfants publics tout venant le mercredi. Euh, Ils avaient déjà participé à des randonnées, ils étaient en capacité d'aborder les différentes allures. Et l'idée, là, c'était plus une idée de socialisation, de confiance en eux, en termes d'image d'eux-mêmes pour leur faire percevoir qu'ils pouvaient, comme tout le monde, faire comme tout le monde. Et une perspective de socialisation et d'autonomie plus tard, s'ils persistent à apprécier ce type de pratique, et donc qui pourrait devenir un loisir pour eux, pouvoir par eux-mêmes décider de s'inscrire dans un centre équestre et de pratiquer réellement l'équitation, c'est-à-dire apprendre, cette fois apprendre, puisque nous, en équithérapie, on n'apprend pas les choses, mais on met en situation pour que les personnes ressentent. Mais donc là, ce serait apprendre à maîtriser réellement un poney ou un cheval comme le font toutes les personnes qui ont envie d'apprendre à faire ça, tourner à droite, tourner à gauche, s'arrêter, avancer, sauter, etc. De façon autonome et individualisée, sans que plus personne ne pense les choses pour eux, mais que eux puissent y aller simplement par désir personnel, comme le fait tout un chacun. D'accord. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il s'occupe des chevaux, Alors les oui, soigne pardon, alors j'ai oublié cette portion de question-là. Il s'occupe des chevaux qu'on va utiliser. Quand on travaille en voltige ou en attelage, eh bien, il y a un cheval à partager pour tout le monde, donc on répartit un peu les tâches, mais on essaye d'être un peu tous ensemble. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'être tous ensemble autour de l'animal. Quand on travaille en équitation adaptée ou en promenade à l'extérieur, du coup, chacun a un animal personnel sur lequel il va pouvoir monter ou emmener en longe. En tout cas, il y a l'attribution d'un animal par jeune, par personne. Donc là, il va plus se préoccuper de son animal qui lui est attribué pour ce temps précis-là. On peut aussi enclencher un système d'attachement en leur demandant, enfin, s'ils veulent utiliser, entre guillemets, toujours cet animal-là, puisque quelque chose s'est développé en termes de relation avec cet animal-là, ou en termes de sensorimotricité, ça dépend, il y en a qui se sentent mieux, qui se sentent bien. Mais bon, ce qu'on en attend, c'est un peu plus sur le plan de l'attachement. Ou bien au contraire, s'ils acceptent aussi de changer de temps en temps, d'en prendre un plus grand. Et tout ça est proposé sur le plan du désir de la personne, mais aussi élaboré, pensé par le thérapeute en disant est-ce que c'est le bon moment pour lui? Est-ce que je lui propose parce que ça va le gratifier de prendre un cheval plus grand? Est-ce que voilà, en fait, ce sont des adaptations permanentes au sein de ce travail-là pour l'orienter au mieux en fonction des bénéfices que peut en tirer la personne. Maintenant, ce qui concerne l'entretien de l'environnement, nettoyer les box, etc., non, ça ils ne le font pas, parce qu'on arrive, j'essaie de réfléchir sur 38 ans, mais on a eu peu l'occasion de le faire. Si, alors à la maison d'accueil, oui, les personnes vivaient avec les chevaux. Ah oui. Ouais. Partout ailleurs, on s'est rendu dans des centres adaptés, donc c'est arrivé de devoir le faire, ou même quand on était en randonnée au long cours. Mais sinon, de façon plus régulière dans les séances actuelles, les jeunes arrivent pour prendre l'animal qu'ils vont utiliser ou que le groupe va utiliser et se préoccuper de cet animal-là, de son matériel et de ce qu'il y a à faire. Voilà. Et du coup, chaque cheval peut pas faire ça. Il y a une éducation spéciale qui est faite pour les chevaux. Ils sont adaptés Oui. à qu'il y ait pas mal de gestes Oui. autour d'eux, des bruits. Oui, complètement. Alors, d'une part, dans le centre équestre, enfin dans les centres équestres, parce que j'ai fréquenté beaucoup de centres équestres, un équithérapeute va déjà être sensible au fait de la qualité de l'accueil qu'il va pouvoir recevoir dans un centre équestre. Et pour lui, la qualité de l'accueil, c'est évidemment de trouver humainement des gens qui vont comprendre son projet, qui vont entendre son projet, qui vont s'adapter à son projet, tenter de s'adapter. Et ça passe par un environnement humain accueillant, tolérant, face aux manifestations que vont présenter les personnes, évidemment.
une tolérance, et puis d'autre part, un environnement spatial adapté et un environnement équestre adapté, c'est-à-dire pouvoir répondre à la demande de proposer des animaux qui n'ont pas peur, qui sont petits, grands, nounours, qui sont adaptés et dressés régulièrement et entretenus dans cette capacité à supporter. Alors des cavaliers habituels, ça c'est pas un problème, mais surtout supporter des gens qui auraient des manifestations un peu plus, comment dire, un peu plus extrêmes, quoi, des cris, des coups, des Ouais, c'est ça. hurlements, des fuites, des tapes, des voilà. Euh, Bien évidemment, tout n'est pas possible non plus, hein. Mm. L'équithérapie, c'est aussi un lieu où on va apprendre aux personnes en difficulté à mettre des limites. Et justement, le poney lui-même ou le cheval va lui apprendre tout de suite qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Pour Mm. autant, on se doit d'avoir l'animal qui va lui montrer où sont les limites sans le mettre en danger. Oui, bah oui. Donc forcément, donc on a des consignes de sécurité. Voilà. Je vous dis tout ça parce que je suis aussi tombée sur des centres équestres où, en présentant mon projet, ça semblait favorable et que la réalité des choses ne l'a pas du tout été. Par exemple, quand j'arrivais avec un enfant, les poneys avaient été lâchés dans un pré tous ensemble 20 minutes avant que j'arrive pour faire les box. Donc on avait peu de temps à consacrer à cette séance et pour autant il fallait que moi je m'introduise sans l'enfant qui devait rester sur le côté. Bien Ouais. sûr qu'on ne peut pas l'introduire dans un troupeau de chevaux. Récupérer le poney qu'on était censé devoir utiliser, qui au milieu d'un troupeau de congénères forcément ne se préoccupe plus du tout de l'adulte humain. Et ensuite devoir travailler dans un manège avec une radio à publicité Ouais. dans les oreilles, puisque eux, ils étaient en train de curer les box et qu'ils avaient envie d'écouter une radio pendant ce temps-là. Et forcément, là, le travail est très, très impacté. Autant pour le thérapeute, puisque lui, il n'a pas les bonnes conditions, mais la personne est très gênée aussi, sans pouvoir forcément en prendre conscience. Mais le résultat final de ce qu'on veut obtenir est forcément comment dire, impacté de ces conditions. Et du coup, ça peut être dangereux parce que le cheval n'est pas forcément à l'écoute, donc Eh il doit ben, sentir. dangereux, oui, oui, enfin oui, ça peut, dans l'absolu. Ça l'a jamais vraiment été, mais il est évident que l'animal, au milieu de ses congénères, il redevient au milieu de ses Ouais. congénères et que il n'est plus du tout à l'écoute de l'humain et que quand on l'extrait du troupeau, ben, il n'en a pas du tout envie, surtout qu'on vient de le lâcher. Donc on l'a sorti d'un box, on le remet en liberté, il est 10h du matin, il s'éclate comme un petit fou, comme quand nous on va en récréation. Aussitôt quelqu'un vient le récupérer pour lui demander de se mettre à l'écoute de quelqu'un qui va pas forcément lui faire de cadeaux en plus, et pour lequel il va pas trouver lui forcément l'animal de plaisir. Donc c'est pas des bonnes conditions et la personne du centre équestre devrait réfléchir différemment par rapport à ce qu'on s'était mis d'accord auparavant. Bien sûr. C'est-à-dire que l'animal doit être disponible au moment où j'arrive, que déjà je ne ferme pas un quart d'heure à le récupérer Ah oui. Ouais. sur la séance, parce que nous, une séance en plus, c'est une séance, c'est pas. C'est ciblé dans le temps. Une séance de psychomotricité, c'est 45 minutes, 1 heure sur place maximum. D'autant que souvent il y a des trajets, des machins. Mais bon, au-delà de ça, sur place, on a peu de temps. Donc si on passe déjà du temps à aller chercher un poney au milieu des autres, et surtout que la personne en difficulté, elle n'est pas forcément non plus en capacité d'attendre ça. Elle n'est pas forcément en capacité de rester seule. Donc on est obligé de s'extraire, de dire tu m'attends là, mais si c'est un jeune autiste, on ne peut même pas faire ça. C'est pas possible. On est obligé de rester en proximité, sinon il va s'en aller sur la route. Enfin bon. Donc c'est pas des. Ce que je voulais dire, c'est que les conditions d'accueil, c'est un accueil en général. Quand un centre équestre dit ok, je vous mets à disposition les outils, puisque du coup ce sont des outils thérapeutiques, les outils qu'il vous faut, on est obligé de tenir dessus, tenir compte de son engagement et de s'appuyer dessus. Alors il y a des collègues qui ont une formation initiale et qui veulent pratiquer l'équithérapie, mais vraiment avec leurs conditions, et qui donc créent des lieux adaptés pour ça.
où ils vont recevoir. Alors, du coup, ils se mettent dans l'autre posture, ils ont un lieu, des box, des poneys, des chevaux, et ils reçoivent des groupes ou des personnes en difficulté avec des équithérapeutes qui viennent, et éventuellement du public quand ils veulent mixer, mais voilà. Donc, sinon, si on est soumis à trouver des lieux d'accueil équestres, et ben, effectivement, il faut bien présenter son projet et qu'on se mette d'accord sur le projet parce que nous, on en attend quelque chose. Et il faut que la personne, elle n'ait que des bénéfices, pas des inconvénients, et que ça ne surajoute pas à sa problématique. Quoi. Mm. Que ça ne crée pas de l'inquiétude, de l'insécurité, du déplaisir, de l'inconfort, qui ferait qu'il aurait plus envie de venir. Et voilà, bon, bref, par exemple. Ensuite, on a l'équithérapie a-t-elle aidé des patients atteints de troubles mentaux importants? La réponse est oui. Après, maintenant, sur 38 années de pratique, je ne peux pas redétailler tout. Mais oui, alors, dans la question, on peut la reformuler? Ah oui, 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 bah... C'est- Euh, A-t-elle pu aider, c'est ça? Ouais, l'équithérapie a-t-elle aidé des patients atteints de troubles mentaux importants? Donc, il faut définir ce qu'on entend par aide, ce qu'on entend par troubles mentaux et ce qu'on entend par troubles mentaux importants. Donc, la réponse est oui, oui, oui. Hum. Dans les 3 cas de figure, bien sûr. Qu'est-ce que vous entendez par troubles mentaux importants? Si vous pensez à quoi vous pensez? Et oui, sinon, oui, bien sûr, tous les. Donc l'équithérapie a vraiment aidé Mais la qu'est-ce qu'on plupart. entend pas? Qu'est-ce que derrière la question, c'est quoi les troubles mentaux importants? Bah, c'est des troubles sévères du comportement ou... Donc oui, l'autisme et tout ça, oui, Oui, voilà, c'est les ça. garçons à troubles du caractère, Ouais, par oui, exemple. oui, 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 oui. Et D'accord. ça, il y a, oui, il y a, Ouais. oui. Moi, j'en ai fait des écrits. Et puis, enfin, moi, je vous parle de mon expérience, mais il faut se baser sur des tas d'expériences Oui, aussi. qui, oui, la réponse est oui. Maintenant, c'est pas suffisant de dire oui. Et qu'est-ce que ça veut dire aider? Parce qu'en fait, c'est quel est le résultat attendu? Bah, c'est ça. Le, Est-ce que, par exemple, après, ils se sont mieux comportés, leur comportement a vraiment oui, changé, ça a oui, amélioré leur vie, celle oui, des autres? oui, Ouais. oui, bien sûr, mais c'est des échelles tout ça aussi. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'entre un garçon dont je vous parle, à trouble du caractère et du comportement, normalement intelligent, donc qui casse tout parce que il est tout le temps en colère, etc., et qu'avec une pratique comme celle-là, on va réussir à amenuiser sa colère, mais c'est quand même aussi, du jour au lendemain, il ne devient pas Oui, bah oui, bien ingénieur sûr. des travaux publics Oui. assis dans un bureau pendant 6 heures par jour. Hein, c'est pas... Donc déjà, c'est un travail de longue haleine, premièrement. Deuxièmement, il faut en plus que l'enfant reste avec nous dans nos structures pour qu'on puisse continuer ce travail-là. S'il change d'établissement ou autre, bon, ça change, sa vie prend un autre cours. Au-delà de ça, oui, il y a on repère facilement des transformations, des bouleversements vraiment fondamentaux pour les êtres avec lesquels on pratique, c'est clair. Maintenant, nous, on les repère en les inscrivant, en les notant, en faisant des fiches systématiques, etc., de ce qu'on observe. Mais je voulais dire quoi? Je voulais dire que pour des... Oui, pardon. Alors, si on compare des jeunes comme ça, avec les jeunes de notre établissement là, qui pratiquent aussi, donc qui sont déjà socialement un peu mieux tolérés, puisqu'ils n'ont pas des attitudes qui font qu'ils sont rejetés, ils cassent pas les carreaux, ils n'envoient Ouais. pas des coups de poing partout, donc ils sont mieux tolérés. Donc ils transparaissent moins dans leurs problématiques et dans leurs troubles vis-à-vis de l'extérieur, donc on les remarque moins. Pour autant, les impacts sont quand même importants aussi, et ça dépend toujours de ce qu'on a travaillé. Et puis les jeunes ou les personnes qui sont atteintes d'autisme, c'est compliqué aussi, et c'est compliqué alors là, du coup, de savoir quelle est l'importance du bouleversement interne. Parce que comme déjà la difficulté pour nous humains, c'est d'arriver à rentrer un peu dans leur univers, enfin rentrer sans les offenser, sans les surprendre, sans être intrusif dans leur univers, et bien des fois on fait des observations qui ne sont même pas liées à nous, qui sont la plupart du temps pas liées à nous, mais à la mise en situation de ce qu'on propose et la mise en situation dans un univers équestre en particulier. Mais du jour au lendemain, il ne va pas se réveiller en Oui, bah disant oui. ah, ça y est, je suis sorti de mon nuage, je suis dans la réalité, je sais que je suis dans une bibliothèque, il y a des livres et je vais en prendre un pour le feuilleter. Mais par contre,
Et d'ailleurs, on peut aussi avoir une impression avec des personnes comme ça que ça majore les troubles dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il peut se mettre en repli encore plus dans un coin, il peut se mettre à hurler, il peut... Et moi, j'ai pas vécu ça, mais je sais que j'ai beaucoup de récits de choses comme ça où il y a des gens, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, donc des gens qui utilisaient ce support-là, qui se sont demandés, qui avaient pensé ce support-là pour des bénéfices et qui se sont demandé si vraiment ils étaient en train de travailler vers un bénéfice ou s'ils n'augmentaient pas la souffrance. Et c'est le fait d'avoir fait perdurer l'activité, la proposition pendant plusieurs années avec cette question en tête. Mais déjà, quand on a cette question en tête, on n'est pas maltraitant parce qu'on se demande quand même, on se pose la question. Donc c'est déjà bien, on a une conscience, qui ont vu les choses s'opérer dans un sens où finalement ça allait dans ce qu'ils attendaient, mais ils y croyaient quasiment plus. Ouais. Et ensuite, grâce aussi au travail pluridisciplinaire d'une équipe, le psychiatre il peut nous éclairer, il peut dire oui, mais s'il se remet dans un coin comme ça, s'il tourne le dos, s'il regarde même pas ce qui se passe, c'est parce que peut-être que ce qui l'intéresse, c'est le petit brin de paille qu'il a trouvé dans le coin, c'est l'odeur de l'urine, c'est peut-être que nous, ça nous échappe complètement. Mais ce qui l'intéresse, lui, quand on va le faire descendre de la voiture en l'introduisant dans un univers équestre, c'est peut-être ces odeurs fortes, pas celles du cheval ou du poney, c'est peut-être celles du fumier, c'est peut-être des poils qui traînent sur le barbelé, qui gigotent dans le vent, on ne sait pas, on n'arrive pas nous toujours la plupart du temps, on n'arrive pas à comprendre en fait ce qui eux les mobilise, les interpelle Mais donc on se dit, on a sorti un poney, il est là, on attend et il se passe rien parce que lui, il a le dos tourné, il est dans le coin à jouer avec un bout de paille. Et nous, ça ne nous gratifie pas parce qu'on est sur un autre schéma. On se dit, ah mais c'est super, il suffit de sortir un poney pour qu'il monte dessus ou qu'il le tienne en main, qu'il lui fasse un gros câlin. Ah ben non, ça marche pas toujours comme ça. Donc on est sur un schéma qui est contradictoire. Mais on se dit, bon, ça sert à rien, je l'emmène plus, c'est pas la peine. Eh bien, des fois, si, c'est la peine. Mais les choses, elles se jouent, alors surtout avec ces populations en grande difficulté de communication de relation, elles se jouent différemment. Et des fois, il faut de la patience. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est quand même, mais c'est pas avec des troubles quelqu'un qui était atteint de gros troubles de la personnalité, mais pas enfermé dans son monde comme ça, c'est que j'avais fait la proposition parce que je sentais qu'on pouvait faire quelque chose autour de ça. Et la personne avait eu du mal à accepter, un jeune d'ici, déjà la proposition. Au bout d'un moment, j'avais réussi quand même à lui proposer juste de venir avec nous et de participer donc au transport. Et c'est quelqu'un qui a mis 1 an à pas descendre du véhicule, par exemple. Et du coup, du véhicule, alors il y a des fois des emplacements de parking qui permettent de voir ce qui se passe, mais là, c'était pas le cas. J'avais bien présenté, j'avais dit qu'on était dans un petit manège parce je crois qu'on faisait de la voltige à l'époque. Et donc j'avais proposé qu'elle regarde ce qui se passe, ce qu'on fait, machin. Et ça, c'était même pas possible pour cette personne. Donc c'était assise dans le véhicule en attendant qu'on reparte. Donc ça interroge aussi, mais après c'est des réactions, c'est aussi des choses face à la proposition qui est faite, la personne elle réagit avec ce qu'elle est à ce moment-là. Et progressivement, ça l'a intéressée d'aller voir. Et c'est venu d'elle ce qui est important. Je pense, alors en psychomotricité pour moi et en équithérapie également, c'est le même schéma de soins, c'est que la transformation vienne de la personne et pas de celui qui pense pour la personne. D'accord. Celui qui pense pour la personne, il pense à un projet de soin. Mais la personne en question qui a besoin de soins, il faut qu'elle s'empare de ça et qu'elle trouve par elle-même et en elle-même des ressources pour aller vers ça, si elle a un désir de changement, c'est-à-dire si elle a envie d'être mieux dans son corps, dans sa tête, si elle a une conscience de son mal-être et tout ça. D'accord. Le sujet est vaste, hein ? Oui. Du coup, on en était... Comment se passe une séance d'équithérapie? Mais du coup, ça, du coup, non, c'est chaque fois compliqué. différent. Alors, ce qu'on peut dire, sur le plan... On peut peut-être... recentrer la question, ça me vient comme ça à l'idée, en se disant qu'est-ce qu'un contexte thérapeutique. Donc un contexte thérapeutique, c'est-à-dire un projet de soins, donc là utilisant l'animal cheval,
c'est quelque chose qui va déjà être pensé, élaboré, qui ne sort pas comme ça, enfin, par une équipe pluridisciplinaire ou une personne formée pour, à l'endroit d'une personne qui a des besoins, vous me suivez, qui va avoir, donc du coup, qui nécessite donc, la présentation du projet à la personne en elle-même, évidemment, la présentation du projet à l'ensemble de l'équipe, qui suppose que le projet soit porté, parce que s'il y a une personne qui a cette idée-là, puis que tout le monde dit mais non, mais non, mais non, mais non, c'est compliqué d'aller à l'encontre d'une équipe pluridisciplinaire. Une adhésion donc de la personne concernée, oui j'ai envie de venir voir, de venir découvrir, voilà, d'essayer. Et grâce à cette adhésion-là, si elle adhère à cette idée-là, une régularité, donc un suivi, une régularité, c'est-à-dire pas une séance, alors pas une séance quand elle a envie et l'autre elle vient pas parce qu'elle a plus envie, mais on s'engage, donc c'est un engagement, une forme d'engagement, c'est comme les médicaments, hein, on a une plaquette et on prend les 10, hein, on n'en prend pas un, puis le quatrième et puis le 10e c'est tout. Donc un engagement de régularité des séances, euh, un espace-temps imparti, ça veut dire clairement, parce que c'est peut-être des mots un peu professionnels, mais on va y aller tous les lundis. Ça se passera dans tel lieu. Donc on met un cadre en fait, hein, tel jour, tel moment, ça va durer tant de temps, à tel endroit, etc. Et donc dans ce cadre-là, on revient à ce que je disais tout à l'heure, les conditions vont être aussi pensées, élaborées préalablement comme un projet thérapeutique. Donc, on a parlé des chevaux adaptés, le lieu adapté, l'environnement, l'ambiance, tout qui favorise le projet au mieux. Et après, il y a les séances elles-mêmes et des évaluations régulières sous les types, tous différents types, écrits, oraux, communication, réunion d'équipes pluridisciplinaires, etc., pour évaluer ce que chacun observe. Alors déjà, dans la séance elle-même, à chaque séance, mais ce que les autres personnes qui s'occupent de cette personne en difficulté, qui ne sont pas physiquement présentes au moment de l'équithérapie, peuvent en dire des améliorations qu'elles repèrent. Par exemple, tiens, ça fait 2 mois, il ne mange plus avec ses mains, ça fait 2 mois, il se coiffe, il apprend à prendre soin de lui, il est moins débraillé, parce que du coup, quand on est en équithérapie, on apprend à prendre soin de l'animal, par exemple. Ou des effets collatéraux que nous, on n'observe pas puisqu'on n'est pas là dans ces moments-là, mais que les collègues peuvent renvoyer et qu'on peut relier. Alors bien sûr, il y a aussi d'autres facteurs qui favorisent ces améliorations, mais qu'on peut aussi mettre en lien avec notre propre pratique. On se dit, tiens, peut-être que c'est grâce au cheval, tout ce qu'on fait avec, qu'il réussit enfin. Voilà. D'accord. D'accord. Et bah après, c'est au bout de combien de temps savent-on les bienfaits de cette thérapie? Mais ça, Pardon. c'est la prochaine question, c'est au bout de combien de temps observe-t-on les bienfaits de cette thérapie? Mais tout dépend Oui. du patient aussi, quoi. Du patient, de la problématique, des conditions Mm. matérielles de mise en œuvre, du nombre de séances qu'on a y consacrer. Si c'est une fois toutes les semaines, une fois tous les 15 jours, tous les jours, Ouais, ça change tout. De l'implication du patient, de son adhésion et de son implication, de la problématique, il y a des problématiques plus ou moins lourdes, du résultat qu'on veut obtenir aussi, quelles sont nos ambitions thérapeutiques. Euh, Ouais, oui, c'est immense comme sujet là, du coup c'est pareil, Ouais, bah oui. Mm. c'est compliqué ça. Mais, et de toute façon, mais ça c'est vraiment dans le domaine du soin, on peut répondre ça pour tout ce qu'on utilise comme support, euh, ça dépend de la personne. Mm. Parce que la personne, en dehors du moment où on va être ensemble avec elle pour faire ça, elle vit des tas de choses, elle a Ouais, des tas aussi. d'autres influences environnementales, familiales, scolaires, relationnelles, même physiques, qui modifient en permanence son état d'être. Quand on s'adresse à des enfants atteints de mucoviscidose, par exemple, et ben, un jour ça va, enfin, d'ailleurs peut-être que la mucoviscidose c'est une contre-indication pour les problèmes que ça pose en termes de respiratoire, mais je sais pas, un enfant atteint d'infirmité motrice cérébrale,
bah, des fois il est moins hypertonique, hyper tendu que d'autres, et c'est peut-être plus facile de le mettre à cheval à ce moment-là que des moments où il est plus en crise de tonicité, où ses muscles vont être rétractés, c'est des articulations aussi. Là, ça va être compliqué parce que ça peut étirer tout ça, lui faire de la souffrance physique. Du coup, s'il y a souffrance physique, lui, il n'est pas disponible psychiquement et c'est plus de l'inconfort qu'autre chose. Donc ça sert pas à rien, ça sert à rien. Donc il vaut mieux se dire, bah non, là il est pas bien, cette séance-là, on va pas la faire, plutôt que de dire, ah bah si, c'est le jour, on y va obligatoirement, même s'il est tout contracté et que voilà, des effets, je sais pas, d'un médicament ou voilà, enfin bon, on peut tout imaginer, donc Ouais, bah, bien c'est sûr. compliqué de répondre. Mm. D'accord. Donc, après, existe-t-il des effets néfastes de l'équithérapie? Alors, ben, il y a les contre-indications médicales, Ouais. mais contre-indications médicales, ça veut dire qu'on n'engage pas, Mm. parce qu'on demande déjà l'avis au médecin. Nous, on est auxiliaires médicaux et nos actes sont dépendants du médecin. Un médecin, il doit faire une indication pour aller faire de la psychomotricité. Il faut une indication médicale. On ne décrète pas comme ça. Et là, on est au sein d'une équipe pluridisciplinaire avec un médecin, donc même dans une équipe institutionnelle. Donc déjà, il faut que le médecin ou le médecin de famille dise c'est possible ou c'est pas possible. Et il y a des tas d'enfants pour lesquels ça aurait été une bonne indication sur le plan de leur problématique, mais bah, ils sont asthmatiques ou ils ont une allergie au poil de cheval. Donc c'est pas possible. Après, il y a aussi des contre-indications liées au physique, peut-être les problèmes de colonne vertébrale, les problèmes de spasticité, peut-être des. Vous voyez ce que c'est quand un peu. Ouais. Ah oui. Donc qui font qu'on ne peut pas étirer sur les membres des gens, sur leurs muscles, sur leurs articulations. Euh, il faut pas que ça soit plus invalidant que bénéfique. Donc si c'est pas possible, c'est pas possible. Par contre, on n'en a pas parlé, mais pour des personnes pour lesquelles on pense que ce serait une bonne idée et qui sont atteintes comme ça de troubles physiques lourds, graves, qui sont tétraplégiques, hémiplégiques, etc., on a développé un tas de matériel adapté. Un, pour les mettre à cheval déjà, pour pouvoir les transporter sur le cheval sans que ce soit les personnes physiques qui le fassent parce que des fois c'est compliqué et lourd, pour que ce soit confortable pour eux, pour que ce soit pratique pour eux aussi. Et donc ça c'est pour la mise à cheval. Et une fois qu'on a une mise à cheval, on a du matériel adapté pour cette mise à cheval, des selles adaptées, des rênes adaptées. Alors on peut aussi monter sans selle, mais ça dépend des populations, Ouais. ça dépend des problèmes, etc. Moi j'ai vu aussi, j'ai pas eu affaire à des gens amputés par exemple, mais j'ai vu des personnes qui n'avaient pas de bras monter à cheval. Donc il y a eu une adaptation du matériel pour leur permettre de monter quand même à cheval. Et j'ai vu, il y a des gens aveugles qui montent à cheval, qui font aussi des concours. Parce qu'on a parlé, quand vous faites la nuance entre loisirs et activité thérapeutique, en fait, il y a aussi des gens qui se disent, mais moi, j'ai envie de. Qui sont très handicapés, et qui disent, mais moi, j'ai envie de faire, en termes de loisirs, j'ai envie de faire du cheval. Ouais. Comme un skieur qui a envie de faire du cheval, même s'il est aveugle, par Mm. exemple. Bon. Et donc, ces gens-là, ils vont se faire aider. Alors, ça, c'est sûr que ça va leur faire du bien, ça leur ramènera pas leurs bras, par Oui. exemple. Bon. Mais pour eux, c'est moi, je veux quand même faire du cheval. Ok, j'ai pas de bras, mais je veux faire du cheval. Et il y a des gens qui les aident à trouver un matériel adapté, à monter à cheval, etc. Les gens qui n'y voient pas, qui font du saut d'obstacle, ils veulent, un, faire du cheval, deux, faire du saut d'obstacle, trois, faire de la compétition. Ouais, on avait vu ça en concours, bah, tu sais, Voilà. avec le frère de Tiffany Pommier. Ah oui, Si, oui. bah, en fait, il était aveugle et puis il suivait sa sœur. C'est ça. Il suivait sa sœur qui était devant à cheval C'est ça. avec son propre cheval et lui C'est derrière ça. était derrière. C'est ça. Et donc, ces gens-là, en fait, pour eux, c'est un loisir. Et c'est aussi certainement une façon de compenser leur handicap, mais c'est quelque chose qui est fondamental pour eux. Et s'ils ont envie de faire du cheval, ils disent je vois vraiment pas pourquoi je devrais y renoncer au titre de mon handicap. Donc débrouillons-nous pour trouver des solutions. Et la personne aveugle qui a une personne devant lui qui va compter ses foulées de galop, 1, 2, 3, je saute, et lui il sait qu'il va devoir faire 1, 2, 3, je saute, en tout cas mon cheval saute, et je me prépare au saut,
dans ma posture, dans ma gestuelle, etc. Je sais que le cheval, il va faire un bond comme ça, et qu'il va retomber comme ça, et que moi, mon corps, il va faire ça. Et que je ne peux rien anticiper puisque je ne vois pas l'environnement. Donc il y a des tas de stratégies, il y a des tas de choses qui sont extrêmement développées, en Allemagne en particulier, dans l'Est de la France, qui viennent moins chez nous, mais c'est dommage parce que du coup, il y a des gens comme ça qui, à mon avis, aimeraient beaucoup faire. Mais on est peut-être un peu moins sensibilisé au handicap physique. Et je voulais vous dire quelque chose à propos de personnes âgées. Si vous avez l'occasion d'aller voir enfin, de vous renseigner un peu plus sur votre sujet qui est passionnant. Moi, j'ai vu personnellement, on retrouve sur Internet deux petits documentaires. Ça s'appelle PIO Cheval de Cœur. P-E-Y-O. Et, et en fait. P-E. Attends, ouais. Je vais. P-E-Y-O. D'accord. Cheval de Cœur, C-O-E-U-R. Et c'est en deux parties. Il y a deux documents, partie 1 et partie 2. Partie 1 et partie 2. D'accord. Et en fait, moi j'ai vu la partie 1, mais j'ai pas réussi à capter la deuxième. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui travaille dans une maison de retraite pour personnes atteintes d'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer, donc plus de mémoire, plus de souvenirs, etc. Et qui, en dehors de son travail à la maison de retraite, faisait des spectacles équestres. Enfin, s'intéressait aux spectacles équestres et cherchait un cheval pour faire ça. Et il a eu du mal à trouver un cheval comme ça. Puis il est tombé sur ce cheval. Qui vraisemblablement correspondait pas du tout à ce qu'il voulait en faire pour les spectacles, mais par contre qui lui a donné une autre idée, et donc c'est très bien expliqué dans le documentaire, parce que c'est lui qui le... Merde, c'est lui qui parle dans ce documentaire, et en fait il s'est dit, mais lui par contre, il pourrait servir à la maison de retraite. Eh bien, il a fait aménager, cramponnez-vous bien, parce que quand on me l'a raconté avant de le voir, j'y croyais pas, un ascenseur pour pouvoir mettre le cheval à l'intérieur de l'ascenseur. Donc il a dressé le cheval à supporter une boîte, une boîte qui bouge, voilà. Et quand il arrive à l'étage des personnes âgées, Alzheimer, le cheval marche dans les couloirs et se rend dans chaque chambre de personnes âgées. Et donc là, du coup, par contre, alors lui, il était déjà convaincu, mais tous ses collègues qui travaillent dans la maison de retraite avec lui, ne croyaient pas. Mais mesurent l'attitude et le changement des personnes qui d'un seul coup retrouvent des éléments de mémoire grâce à l'odeur, grâce à la vue du cheval, des éléments d'enfance, etc. Refont travailler leur mémoire perdue du coup et retrouvent un instant de vie tout le temps que le cheval est dans leur chambre, etc. Et c'est un enchantement et un bouleversement pour la personne âgée, pour celui qui a pensé l'idée et a initié le projet, mais ses collègues, ils disent mais attends, on l'avait jamais entendu parler cette dame-là. Et elle vient de faire 3 phrases, par exemple. Et c'est fantastique, si vous avez l'occasion de le... Moi, ça m'a beaucoup ému. Ouais, Il lui a appris à ne pas crotter. Ouais. Parce que quand dans une maison de retraite, bien évidemment, on est dans un univers un peu, pas stérile, mais très, voilà, tout le temps en train de nettoyer, à rentrer dans les chambres, à y passer du temps. Et donc, il promène son cheval dans un vent de maison de retraite. Du coup, il en fait 2 ou 3, ça lui travaille, et puis d'autres dans le secteur. Il promène son cheval, et comme ça, il y a des visites des personnes âgées, et là, les résultats, ils sont immenses, quoi. Immenses en proportion réduite, mais immenses pour ce que ça apporte aux personnes. Bon, des expériences comme ça, c'est fantastique. Oui. Voilà. Y a d'autres questions ou pas? Après, c'était pour terminer, pouvez-vous nous raconter votre plus belle réussite ou... Oh non, ça je peux pas. Non, c'est impossible. Vraiment, impossible. Je blague pas là. D'abord parce qu'il n'y a pas de plus belle réussite. Ouais. Et que c'est du cas par cas. Je crois que c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est vraiment du cas par cas. Chaque séance est du cas par cas. On peut pas... Elles se ressemblent pas. Et elles sont aussi différenciées que les individus le sont eux-mêmes. Et puis, l'environnement est tellement multifactoriel dans ce moment-là que forcément, ça ne peut pas se ressembler, quoi. C'est pas comme si on allait s'asseoir toujours dans le même siège de cinéma, regarder toujours le même film. Okay. C'est pas possible. Tout est modifié à chaque fois, tout. D'accord. Et
Par contre, je peux dévier un peu la question en disant que la voltige, par exemple, est une discipline extrêmement, mais c'est pareil, il faudrait développer, extrêmement porteuse en termes de support thérapeutique équestre, que la randonnée équestre aussi. Alors, pourquoi la voltige? Très brièvement, parce qu'en fait, elle instaure déjà la notion de partage. On n'a plus qu'un animal pour plusieurs. Donc, partage, tour de rôle, obligatoirement. Elle permet de monter à plusieurs sur un cheval, jusqu'à 3. Ouais. Donc on est forcément en interdépendance les uns par rapport aux autres. Pour monter à cheval en voltige, on a forcément besoin de l'autre. On ne peut pas monter tout seul sur un cheval de voltige. On est tantôt regardé, tantôt regardant, puisque c'est comme c'est chacun son tour. Alors que quand on est en équitation adaptée, on a chacun notre cheval, on est en file indienne en général, sauf si on est en manège ou qu'on tourne, mais du coup, on pense plutôt à ce qu'on a, vous l'avez vécu vous, donc vous pouvez vous rendre compte que vous êtes plus préoccupé de savoir, vous, quelle est votre posture adaptée, votre tenue adaptée, et comment est votre cheval en dessous de vous, et ce qu'il faut en faire, et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'obtenir, que de savoir ce qui se passe pour les autres. Donc vous êtes vraiment auto-centré sur votre cheval, votre personne, et la consigne que vous avez. Mais en voltige, du coup, comme il y a 1, 2 ou 3 personnes à cheval en même temps, si on a un groupe d'un peu plus de 3, il y en a forcément qui sont en train de regarder. Ensuite, ces 3-là vont arrêter leur prestation, descendre, aider les autres à monter, ça va être leur tour. Donc il y a aussi un phénomène d'imitation. Alors déjà, être regardé, c'est pas toujours simple pour personnes. Pour des personnes en difficulté, c'est pas simple. Arrête de me regarder, pourquoi tu me regardes comme ça, etc. Être en regardant, c'est pas plus simple, parce que lui, il sait même pas où est sa main droite. Ça peut être très caustique aussi. Et par contre, comme ça peut être caustique, mais qu'après, ça va être à lui d'essayer de faire la même chose, il se dit, mais si je l'attaque là tout de suite, moi je vais peut-être pas savoir faire mieux, je vais peut-être être plus en échec que lui, etc. Et qu'est-ce qu'il va me dire? Voilà. Donc on favorise plutôt un effet de tolérance les uns vis-à-vis des autres, parce que même si lui n'y arrive pas, d'abord c'est pas grave, parce qu'on n'est pas là pour y arriver, c'est pas très grave. Et que de toute façon, ce qui est intéressant, c'est qu'il essaye de le faire. Et que après, quand ça va être ton tour d'essayer de le faire, tu vas te rendre compte toi aussi dans ton corps que c'est compliqué, voilà. Bon, et si c'est trop compliqué et que c'est pas intéressant parce que c'est compliqué, que c'est trop difficile pour vous, on va faire un truc plus intéressant, plus joyeux, plus ludique, plus voilà. Qu'est-ce que vous avez comme idée pour faire autre chose? En voltige, on peut mettre de la musique, on peut chorégraphier, ça ressemble à de la gym. On n'a pas de contrainte du cheval puisqu'on n'est pas du tout obligé de s'en occuper. Il y a un longeur qui le fait tourner en rond. Donc nous, on a juste à s'asseoir dessus, à faire de la gym dessus, tout ce qu'on veut. On peut monter debout, assis, à genoux, debout, à l'endroit, à l'envers, la tête en haut, la tête en bas. Tout ça tout seul ou avec les copains qui font l'inverse. Enfin bref, c'est des multitudes de situations hyper riches. On a obligatoirement le souci. Alors, on est aussi beaucoup plus en contact, puisqu'on n'a pas de selle, on a juste un tapis, on est beaucoup plus en contact de l'animal. On doit être très soucieux de lui, d'autant plus qu'on est parfois 2 ou 3 dessus. Donc, lui, il est moins habitué à cette situation-là qu'à celle de l'équitation, par exemple, et qui peut nous faire comprendre que, ah ben non, si tu mets ton pied un peu trop en arrière sur la croupe, moi, j'ai pas l'habitude, ça me gêne, ça me fait mal. Je vais te demander de l'enlever, mais à ma façon. Par exemple. Enfin voilà. Et puis donc sur le plan postural, on est obligé de trouver un équilibre ensemble. On crée une pyramide, bah oui, mais toi tu me tiens, hein, et puis il faut que tu me tiennes parce que si je me mets en équilibre et puis que tu me tiens pas, donc je risque de tomber, donc je compte sur toi. Enfin, il y a tout un aspect très très riche dans cette discipline-là en particulier. Et puis après, quand on va à l'extérieur, et ben on amène toute la sensorimotricité des odeurs, des sensations de chaud, de froid, la pluie, le soleil, l'automne, le bruit des pas. Là, tout de suite, on est dans les feuilles mortes. On n'a plus les oiseaux. Au printemps, on est les oiseaux, maintenant les feuilles mortes. On a les modifications de la météo entre le moment où on parle, on revient quand on y va le matin. La beauté des paysages. Ce matin, c'était tout givré partout. Bon, bref, on a plein d'apports. Et moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'éviter en équithérapie, sauf si c'est rassurant,
d'être enfermé dans un manège à se suivre, en fait. Ouais. Un manège, il va s'inscrire dans la perspective de voltige parce qu'on on se suit pas. Ça permet, déjà le cercle c'est rassurant et on peut utiliser la voltige parce que c'est un rond, une bulle et que ça rassure et qu'on est à l'intérieur. Ça peut être rassurant. Il y a des enfants qui peuvent pas aller dehors sur un cheval parce qu'ils sentent aussi le cheval dehors, il est dans son élément, il est beaucoup plus Bien vivant. sûr. Et du coup, s'il est très vivant, il est réactif. Un oiseau qui passe, tac, il va bouger. Et ça peut aussi insécuriser les enfants. Hop, un cheval qui bouge, qui vibre, qui hennit parce qu'il quitte ses copains, ça les insécurise. Donc du coup, c'est peut-être pas non plus très adapté à un moment donné. Par contre, on peut peut-être y passer à un moment donné. On se dit, tiens, qu'est-ce que t'en penserais aujourd'hui? On pourrait aller faire une promenade dehors, qu'est-ce que t'en penses? Il est prêt, il est pas prêt, il le dit et non, j'ai peur. Ok, mais si je reste à côté de toi, si je te tiens, qu'est-ce que t'en penses? Si je tiens ton poney, si... Et si se bute sur le non, on n'insiste pas, parce que c'est quand même pour lui avant tout. Ok, bon bah comme tu veux, mais si tu sais que c'est possible, moi je sens que tu es prêt, que c'est possible pour toi, tu me diras si tu veux essayer à un moment donné. Et voilà, puis du coup voilà. D'accord, bah merci. Est-ce que je peux vous dire juste ce que j'avais noté vite fait Ah bah oui, pas de souci. Alors, si on n'a pas croisé des choses, donc pratiqué par un thérapeute formé, on en a parlé, intention de soins et d'entraide, le cheval, donc considéré comme un outil, un partenaire de soins à part entière, donc adapté et dressé pour cet objectif, on en a parlé, un médiateur, donc qui crée une triangulation entre le sujet et le thérapeute. Si c'est pas un thérapeute, ça peut être un but éducatif et de rééducation, mais quand même une intention thérapeutique. Et on a parlé de la délégation vers des personnes qui seraient moins formées. J'avais marqué suppose un projet individualisé, on en a parlé, du matériel adapté, des précautions, des modalités pédagogiques. On ne s'adresse pas non plus, enfin on a une façon aussi de s'adresser aux personnes différentes de tout public évidemment. Donc ça suppose des effets repérés par rapport à l'animal, par rapport à son environnement, par rapport au constat qu'on a fait hors pathologie. C'est-à-dire que pourquoi on pense cheval ou poney? Parce qu'on a repéré que dans un univers comme vous avez pu le repérer, ça apporte des choses sur le plan personnel. Vous pourriez, vous, et je pense que dans votre travail, vous pourriez décrire ce que vous avez ressenti en allant faire cette activité-là, et que tout ce que vous avez ressenti vous, ça peut peut-être s'appliquer à des personnes qui, elles, sont plus troublées. Donc des effets repérés, en règle générale, des effets attendus, donc c'est le projet thérapeutique, qu'est-ce qu'on va utiliser comme discipline, qu'est-ce qu'on veut obtenir comme résultat de changement pour cette personne, et puis les effets observés, c'est-à-dire que, ah bah oui, tiens, depuis 6 mois que je l'emmène, effectivement, on remarque ceci, cela, et on fait des évaluations. Je vous ai parlé de Peyo, voilà, je vous avais parlé des définitions, voilà. Voilà. Après, sinon, dans mes documents, j'en ai. Si vous avez encore 5 minutes, j'avais repéré des choses. Parce que j'ai vu une intervention il n'y a pas longtemps, ça fait un an et demi, je ne sais plus, d'une personne justement, donc qui est psychomotricienne, je crois aussi, je ne sais plus. Ouais, elle est psychomotricienne. Et elle a monté un centre entre Alençon et Mortagne, un centre de thérapie avec le cheval. Donc elle s'est formée évidemment à l'équithérapie en parallèle de la psychomotricité. Et elle était venue faire une intervention à Caen qui s'intitulait équithérapie, loisir ou thérapie. Ah oui. Voilà, d'accord. Donc elle nous avait fait tout un truc et moi j'avais resurligné hier soir des choses qui pouvaient justement permettre, comment elle nous avait présenté les choses qui permettaient de faire le distinguo. Je vous avais amené. Alors, vous avez besoin de bibliographie ou pas du tout? Non. Concernant le sujet. Ah si, c'est toujours intéressant. Hein, mais... Parce que quand on a dit que ça intéressait des enfants, alors de 9 mois jusqu'aux personnes âgées, et il y a cette personne-là qui est très intéressante, qui est éducatrice, je crois, et qui a monté un projet près d'Alençon aussi, pour des tout petits enfants à partir de 9 mois, mais des enfants qui vont bien. Hein. Ouais. Et elle a appelé ça un poney pour être grand. Et dans son livre, elle est repartie sur la psychologie de l'enfant et sur ce que pouvait apporter le poney à un enfant normal, mais très très jeune. Dans les premières interactions, pourquoi le poney à un âge si jeune? Évidemment qu'elle ne voulait pas en faire des cavaliers, hein, ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce que ça leur apporte? Et donc elle a bien détaillé tout ça.
c'est très intéressant sur le plan de l'espace, etc. Et j'ai découvert, mais alors ça je l'ai lu, bien sûr, et puis j'ai même fait un stage chez elle. Mais j'ai découvert aussi quelque chose qui peut peut-être vous intéresser, ça date de 2010, cette même personne a écrit un deuxième livre que je ne connais pas, qui s'appelle Poney et chevaux au secours de l'autisme. Donc là on est plus dans le Ouais. domaine de la pathologie, hein. Et c'est la même personne, et donc parce qu'elle travaillait avec des petits, des bébés, mais elle travaille aussi, elle reçoit aussi des personnes, des groupes de personnes en difficulté de son secteur. Et donc, moi je l'ai pas lu sa synthèse là, mais elle a fait ce travail-là. Donc si vous voulez noter Je vais le noter. titre de son bouquin. Après, et en termes de, alors ça c'est vraiment l'équithérapie, hein, Ouais.